Je vais faire une petite présentation de Jean Faury. Alors c'est un peu moins facile que pour Jean-Paul Scott. Ses élèves n'ont pas fait de Wikipédia. Donc Jean Faury est un historien moderniste, ancien professeur d'histoire et aussi l'un des fondateurs du Centre national et musée Jean Jaurès de Castres. Il a co-signé Jaurès l'intégrale des articles de 1887 à 1914, publiés dans la Dépêche, avec Rémi Pêche, Rémi Casal et Alain Boscus. Donc ça date du 3 septembre 2009, en amont de cette année 2014. Jean Faury aussi a contribué à cet ouvrage. Donc, il a contribué, pour la période initiale de 1887 à 1892 jusqu'à l'arrivée de Jaurès à Carmaux et pendant sa campagne électorale. Dans un entretien donné en amont de la parution de cet ouvrage, Jean Faury confie à Sylvie Ferré de la Dépêche du Midi, au mois d'août 2009, « C'est la première fois personnellement que je travaille sur Jaurès et cela m'a passionné. L'homme, son intelligence, son style, son amour de l'humanité, il croit en certaines idées, certaines visions de l'homme et ce n'était qu'un début, dirais-je. » Dans son intervention qui va suivre, Jean Faury va nous parler d'Étarnée et de la laïcité au temps de Jean Jaurès. Merci. Merci à vous. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous, chers amis. Et je suis le Tarnais de la brochette de 3 intervenants. Donc c'est une responsabilité qui m'incombe. Et j'ai plaisir aussi à succéder à Jean-Paul Scott, que je connais, comme il l'a rappelé, depuis plus de 20 ans, et que j'avais apprécié en étant dans la même commission d'un jury de recrutement de professeurs de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire le CAPES. Et j'ai retrouvé aujourd'hui, 20 ans après, sa grande science et son talent pédagogique, puisqu'il nous a présenté, c'était un tour de force, en moins d'1 heure, je crois, vraiment le cœur de la pensée de Jaurès sur la laïcité. Et mon propos sera, je dirais, plus terre à terre. Je vais retrouvera pas mal de choses de ce qu'a dit Jean-Paul Scott, mais je dirais un peu en travaux pratiques sur le terrain. Et sur le terrain d'un département précis qui est le département du Tarn. Et un département qui présente, outre l'intérêt que beaucoup d'entre nous y habitons et que donc nous l'apprécions, mais d'un point de vue historique, c'est un département intéressant parce qu'il présente divers cas de figure, divers types de vie sociale et de comportements religieux et politiques. Donc à travers le cas du Tarn, on n'a pas un résumé de la France, bien sûr, mais quand même, on a un certain nombre de cas de figure qui sont utiles pour voir comment, à la base, les Français, les Tarnais en l'occurrence, ont participé et réagi à tous ces combats pour la construction d'une république laïque en France. Donc, ça va être mon ambition. C'est pas facile à faire, que de faire une histoire, non pas au niveau de l'histoire politique générale et de l'histoire des idées, mais ça vient d'être fait excellemment, mais je me propose donc de voir comment ça se passe à la base. Alors, j'ai fait distribuer, j'espère qu'il y en a suffisamment pour vous tous, 2 cartes. Si vous voulez, on peut regarder rapidement d'abord la carte de la pratique religieuse. Alors, ce qu'on appelle, les sociologues de la religion appellent ça la pratique pascale, c'est-à-dire que dans le cas du Tarn, vous voyez, c'est 1901, la pratique pascale, d'après l'enquête diocésaine. Depuis le XVIIe siècle, ou début XVIIIe, l'Église de France a l'habitude de temps en temps de faire des enquêtes auprès du clergé. On en a même au XVIIIe siècle dans le cas du diocèse de l'Albi. Et alors là, avant 1914, c'est la dernière enquête qui a été faite en 1901. Alors les curés doivent répondre, c'est des formulaires imprimés, 4 pages, c'était très détaillé. Et on leur demande, entre autres, combien de personnes ont fait leur Pâques. Alors, c'est-à-dire, elles sont allées communier dans le temps pascal. Alors, eux, ils distribuent les hosties, donc ils peuvent compter. Donc, c'est un domaine qui est assez incroyable, mais vous savez, l'historien se régale d'avoir des chiffres. Alors,
pour mesurer le degré d'appartenance à une religion, c'est très difficile de chiffrer. Et là, c'est un élément donc tout à fait intéressant. Alors, la carte que vous avez, c'est celle des paroisses du Tarn. Vous voyez que pour certaines paroisses, j'ai mis un point d'interrogation, parce que là, le curé n'a pas répondu à cette question. Mais, alors, ce qui nous frappe d'entrée de jeu, même pour ceux d'entre vous qui viennent de Paris et qui ne connaissent pas spécialement le Tarn, c'est qu'il y a des zones de très faible pratique, c'est ce qui est en sombre sur la carte. Et comme par hasard, ça va être les zones où la laïcité va s'implanter le plus vite et le mieux. Alors c'est essentiellement au nord-ouest le Gaillacois. Il y a quelques communes au sud, alors Durfort à l'extrême sud, là, au centre-sud. Bon, enfin, je ne rentre pas dans les détails, sinon je ne vais pas tenir les délais. Mais bon, grosso modo, alors vous avez une grosse tache noire au centre gauche, c'est Groyer, vous voyez, faible pratique à Groyer. Et à l'extrême sud-est, la Bastide-Rouerou, ben c'est le textile, mais le textile, ça donne pas forcément une faible pratique religieuse, c'est pas comme les mines de charbon. Enfin bon, je m'égare, c'est plus compliqué que ça toujours. Mais cette zone, c'est la Bastide-Rouerou, et ça regarde davantage vers le Bas-Languedoc que vers le reste du Tarn. Donc historiquement, d'ailleurs, au début, ça a été rattaché au département de l'Hérault, hein, cette commune. Bon, donc le grand contraste que nous retrouverons tout au cours de cet exposé, c'est celui entre le nord-ouest. C'est pas le nord, comme on dit en général, hein, parce que le nord-est, vous voyez que c'est comme l'est et le sud-est. Mais c'est le Gaillacois, les campagnes autour d'Albi. Alors, j'ai pas les réponses des paroisses d'Albi, malheureusement, mais ça aurait été faible pratique religieuse. La pratique religieuse, en tout cas, est plus faible qu'à Castres. Les deux villes importantes les plus importantes du département. Et donc, ce qui est le plus frappant, tout ce qui est en blanc, c'est la montagne, depuis Alban, même vers Valence, vous voyez, jusque au canton de Saint-Amand-Soult et jusque vers la Cône. Voilà. Alors la deuxième carte, c'est le résultat des élections de 1906, c'est-à-dire au lendemain du vote de la loi de séparation et des fameux inventaires d'églises sur lesquels je reviendrai. Eh bien, vous voyez que ces deux cartes se superposent d'une certaine manière, hein, puisque la région qui en 1901 pratique le moins, c'est celle en 1906 qui vote le plus pour la gauche. Et la région, la montagne, la Cône, Alban, etc., qui va beaucoup à la messe et qui fait beaucoup ses Pâques, c'est une région qui vote contre la gauche. Le Tarn est donc très partagé. Et d'ailleurs, sur la loi de séparation, il y avait 6 députés à l'époque dans le Tarn. Il y en a 3 qui l'ont voté et 3 qui ont voté contre. Et le comble, c'est que parmi ces 3 qui ont voté contre, bon, il y a les 2 frères Rey. Ça, c'était évident. Hein. L'un était député de Mazamet et l'autre de Castres à l'époque. Mais le troisième, c'est assez inouï, c'est un radical. Alors des radicaux qui ont voté contre la loi, il n'y en a pas beaucoup. Jean-Paul rappelait qu'il y avait même 4 nationalistes qui avaient voté la loi. Mais là, c'est un radical qui vote contre. Pourquoi ? Parce qu'il est à Lavore. Et vous voyez Lavore ? On va à la messe. Et on fait ses Pâques. Donc il se dit, pour être réélu, il faut que je vote contre. Il a été battu par la droite catholique traditionnelle. Bon. Donc vous avez là cette idée du contraste, enfin des différences fortes en tout cas entre régions. Jean-Paul Scott l'a évoqué, j'y reviens juste d'un mot. Il faut bien voir pour comprendre la période de Jaurès, homme politique, c'est-à-dire de 1885 à 1914, l'évolution politique au plan national ou à la base. Alors, il y a des républicains qui, à partir des années 90, vont moins être combattants de la laïcité qu'au début. Pourquoi ? C'est que, Jean-Paul l'a rappelé, le pape Léon XIII demande le ralliement aux catholiques français, donc il y a des catholiques qui deviennent républicains du bout des lèvres. D'ailleurs, ils n'emploient jamais le mot république. Hein.
le mot République reste utilisé avant tout par ceux qui ont créé la République. Mais comme entre-temps, on voit émerger un mouvement ouvrier important, qu'on voit émerger le socialisme, ce sont des républicains qui étaient attachés à une société bourgeoise, on va dire, et qui donc, face à ces socialistes qui les inquiètent, vont esquisser un rapprochement avec les catholiques ralliés. Dans le Tarn, nous avons un exemple typique avec un journal qui s'appelait Le Patriote albigeois, qui a duré, je crois, jusqu'en 1940. Et ce Patriote albigeois avait été en pointe dès le début dans le combat laïque, c'est-à-dire dès la fin du Second Empire, au moment où il apparaît, et après 1871. C'est d'ailleurs un journal inspiré directement par la loge maçonnique d'Albi, sur laquelle je vais revenir. Et ce journal, ensuite, devient, après la mort de son fondateur, dans les années 80, il devient un journal républicain modéré. Et le Patriote albigeois donc, reste républicain, mais parle de moins en moins de laïcité, puisqu'ils sont en négociation, je dirais, avec les catholiques ralliés, et qu'il ne faut pas effaroucher. Et donc, à l'époque du combat ultime de Jaurès pour la séparation, le combat laïque n'est plus mené que par la gauche, on peut dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des républicains de droite qui seraient prêts, le moment venu, à voter la séparation. Tu l'as excellemment expliqué. Alors, je vais vous parler d'abord des Tarnais favorables à la laïcité, et ensuite on verra les adversaires. Je distinguerai les militants et puis les milieux réceptifs à l'idée laïque. Alors, les protagonistes ou les militants, la franc-maçonnerie joue un rôle considérable. Je viens d'évoquer la loge d'Albi, qui s'appelle La Parfaite Amitié. Eh bien, dès le début de la Troisième République, à l'époque où il n'y a pas encore de loi laïque, on voit le vénérable de cette loge, qui s'appelle Joseph Jean, entretenir une correspondance étroite avec l'amiral Jaurès, qu'on peut particulièrement évoquer à Grouillé, puisqu'il y a sa statue, et qu'il habitait dans la périphérie de Grouillé. Et donc, cet amiral Jaurès, qui est député républicain du Tarn en 1871, et qui a contribué à introduire l'idée républicaine d'abord dans le Tarn, et il correspond très régulièrement avec la loge d'Albi. Il faut voir qu'à l'époque, il n'y a pas de parti politique organisé. Et par exemple, les loges maçonniques, qui n'ont pas pour but premier de faire la politique, mais elles servent d'appui. Par exemple, ça va être le cas encore dans les années 1880. Quand Jaurès fait sa première campagne électorale à Castres, c'est-à-dire en 1885, la structure électorale sur laquelle il s'appuie, c'est la loge maçonnique de Castres. Ça sert de local de campagne, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ces francs-maçons tarnais, comme ailleurs en France, sont plutôt des commerçants, des artisans. Mais on y trouve aussi des industriels, comme Joseph Jean lui-même à lui, il était fabricant de faïence. Et à Castres, un des membres éminents de la loge s'appelle Hippolyte Coste, c'est un industriel papetier. Et il est président de la Chambre de commerce. Donc c'est vraiment personnalité de la bourgeoisie de cette ville. Si le rôle de la franc-maçonnerie a été réel, les cléricaux, en revanche, ont complètement fantasmé sur son importance. Dans le Tarn, il y avait à peu près 150 francs-maçons. Donc, c'est pas un chiffre énorme. Et les cléricaux, dans leur presse, disent qu'il y aurait 500 000 francs-maçons en France. Donc, avec l'idée d'un complot de l'ordre. Bon, je n'insiste pas sur ces fantasmes. La plupart des Tarnais qui fondent la République laïque ne sont pas francs-maçons. Politiquement, ils sont proches de Jules Ferry ou de Gambetta. Ils soutiennent les gouvernements successifs dans les années 80. Mais les plus jeunes, en général, les plus jeunes républicains vont vite trouver que ces gouvernements ronronnent, qu'ils cessent d'approfondir la laïcisation. À Castres, par exemple, il y a un cas concret.
J'ai évoqué tout à l'heure la loi Goblet de 1886 qui demande la laïcisation du personnel des écoles et les municipalités avaient 5 ans pour faire cette laïcisation. À 4, ça traîne. Ça traîne parce que ce sont des républicains modérés à la mairie. Et donc, les plus jeunes disent, allez, il faut se secouer, il faut faire cette laïcisation. Alors, on les appelle, ceux-là, les radicaux. Ils sont tout autant républicains et laïcs que les autres, en principe, hein, mais eux, ils veulent aller plus vite dans la laïcisation. Et alors, plus les années passent, et plus ces républicains radicaux augmentent en puissance au fur et à mesure que le gouvernement déçoit. Et bientôt, ils vont, dès les années 90, dominer dans les loges maçonniques, et ils conquièrent les municipalités de la plupart des villes importante du Tarn, notamment à Albi, avec Édouard Andrieux, qui sera un grand maire d'Albi jusqu'aux années 20, et à Castres avec Louis Vieux, qui sera maire jusqu'en 1912. Alors, Jaurès, qui est député à cette époque-là, il fait partie aussi de ces jeunes hommes politiques qui sont déçus par la lenteur des transformations faites par le gouvernement. Donc, logiquement, enfin, comme beaucoup de jeunes députés de cette génération, il aurait pu aller vers le Parti radical. Or, il n'y a jamais songé, semble-t-il. Il est passé tout de suite au socialisme, parce qu'il trouvait, d'abord, il trouvait que Clémenceau est un caractère de cochon, ce qui était vrai, et puis, je crois surtout qu'il considère que les radicaux vont pas assez dans le combat pour une société qui soit dans le sens de l'égalité, de la fraternité. Alors, après 1900, le combat laïque est toujours porté par les radicaux, mais aussi désormais par les socialistes, dont certains commencent à entrer dans les loges maçonniques. À la fin de 1905, le Cri des travailleurs, qui est l'hebdomadaire de la Fédération d'unité ouvrière du Tarn, qui a été suscité par Jaurès, il relate la célébration du centenaire de la parfaite amitié, vous voyez, un journal hebdomadaire du socialisme tarnais, qui consacre une place assez importante de cette livraison au centenaire de la loge d'Albi. Et le rédacteur de l'article dit « La maçonnerie, avant tout dévouée à la République et à la pensée libre, s'intéresse à tous les progrès. De plus en plus, elle va au socialisme collectiviste ou communiste, qui est la société de justice et d'harmonie de demain. » Alors c'est une évolution espérée, mais qui n'a pas eu lieu, me semble-t-il. Et le combat laïque n'est pas mené que par la maçonnerie et par les groupes politiques de gauche. Il émane aussi de plus en plus d'associations, de sociétés, comme on disait à l'époque, dont les plus anciennes sont les sociétés de libre pensée. Dans le Tarn, il semble que la première ait été créée ici même, à Groyer, donc c'est vraiment très bien de faire cette journée sur la laïcité à Groyer. Et Groyer était une ville très républicaine depuis que la République existe, puisque dès 1870, la municipalité de Groyer a chassé les frères de l'école publique. Donc, dès 1870, c'était les frères maristes. En cette année 1883 a lieu à Groyer un des premiers enterrements civils de l'histoire du Tarn, pour une fillette de 6 ans. Alors ça a eu lieu avec drapeau tricolore en tête, 600 personnes y assistent, dont la municipalité, le directeur et la directrice des écoles et une partie des élèves, dont certains, je cite, portent le corps de leurs camarades. Donc oui, c'est une ambiance quand même assez particulière par rapport à d'autres villes de la région. Ce sont des républicains avancés, si vous voulez, à Groyer. Et c'est cette année 1883 qu'est fondée la Société de libre pensée de Groyer, dont on a conservé les statuts qui sont aux archives départementales. Ces sociétés de libre pensée veulent combattre l'emprise de l'Église, non seulement sur la politique, mais aussi sur la vie de l'homme en général, tant sociale que privée. Et elles vont combattre notamment pour la liberté des funérailles. La libre pensée se démarque de la franc-maçonnerie.
Elle n'a pas de rituel, pas de démarche symbolique et guère de hiérarchie. Elle est presque toujours agnostique ou athée, alors que la maçonnerie est partagée entre déistes, agnostiques et athées. Par exemple, en 1913, la Libre Pensée d'Albi organise une conférence dont le thème est « La réfutation scientifique de l'existence de Dieu ». Donc Jaurès n'aurait pas tellement apprécié ce thème de conférence. À partir des années 90, ces sociétés de libre pensée sont plus proches du socialisme que du radicalisme. Il y a toujours des radicaux dans les sociétés de libre pensée, je pense que c'était notamment le cas à Grouillet. Et les obsèques civiles se font drapeau rouge en tête, alors qu'en 83, c'était drapeau tricolore. Le secrétaire de la libre pensée de Carmot est en même temps secrétaire du groupe socialiste. L'anticléricalisme des sociétés de libre pensée est volontiers démonstratif. Celle de Grouillet, dès 1883, prévoit l'organisation de banquets du Vendredi Saint. Ça non plus, ça ne plaisait pas à Jaurès. Comme tu l'as dit excellemment tout à l'heure, il combat les dogmes religieux, mais pas les personnes, même s'il pense qu'elles se trompent, au moins en partie, mais elles ont quelque chose de noble en ayant un souci religieux, donc on ne va pas les combattre. Outre la libre pensée, on doit noter, sans avoir le temps de développer, la floraison d'associations laïques après la loi de 1901, liberté d'association. On citera à Albi l'Université populaire, créée en 1903, mais qui dure peu, et se fond en 1907 dans le patronage laïque d'Albi, qui sera un modèle pour tout le département, et dans lequel a joué un rôle à cette époque-là Louis Rascol, qui est un grand nom de combat républicain et laïque, puisque le lycée d'Albi, qui est l'ancien EPS qu'il avait fondé, porte son nom. Alors le patronage laïque veut prolonger la formation donnée par l'école, donc ça c'est très jaurésien. Et en 1912, ces causeries, qui organisent le samedi soir, ont un grand succès, et pas seulement auprès des jeunes adultes, comme on ne le disait pas encore. L'hebdomadaire socialiste Le Cri des Travailleurs, que j'ai déjà cité, vante ces causeries. Alors que le président du patronage, à l'époque, est un radical, Maurice Rigaud, qui avait été candidat contre Jaurès aux législatives de 1910 à Carmot. Donc vous voyez qu'en matière de laïcité, sur le terrain, dans le cas du patronage laïque d'Albi, il y a maintien de l'unité de la gauche, même s'il y a des bisbilles terribles à l'époque entre radicaux et socialistes. Quels sont les milieux qui accueillent avec le plus de faveur le processus de laïcisation ? Alors on a déjà évoqué le rôle d'une bonne partie de la bourgeoisie dans l'établissement de la laïcité dans les années 80. Après 1900, il y a encore une partie de la bourgeoisie qui malgré évidemment les critiques qu'elle peut formuler contre les idées socialistes, mais ça n'empêche que certains bourgeois continuent à être pour le parti radical. C'est plutôt la petite bourgeoisie. Enfin, on ne peut pas faire des statistiques très rigoureuses là-dessus. Les membres de la Ligue des droits de l'homme, qui est créée au moment de l'affaire Dreyfus, comme vous savez, qui n'a pas pour but premier la défense de la laïcité, mais c'est quand même très lié, et donc elle est présidée à Mazamet par le représentant de la famille la plus riche de la ville, la famille Cormoule-Soulès, Gaston Cormoule-Soulès, famille de la moyenne, voire haute bourgeoisie, on peut dire, de Mazamet. Alors, l'adhésion au principe de la laïcité élargit cette assise initiale bourgeoise. Par exemple, il y a de plus en plus de fonctionnaires qui sont porteurs de l'idéal qui est défendu par la République, et notamment chez les instituteurs. La nouvelle génération d'instituteurs, celle qui sort des écoles laïcisées, des écoles normales, laïques, devient une génération très différente de celle qui précède. Il faut bien voir que les instituteurs de 1882, jusque-là, ils enseignaient le catéchisme, donc ils ne vont pas changer du jour au lendemain leur vision du monde, sauf pour certains d'entre eux. Alors qu'à partir de 1900, c'est une nouvelle génération d'instituteurs profondément
porteur des principes des idées laïques. Mais il ne semble pas qu'il y ait eu d'instituteurs, à l'époque en tout cas, dans la libre pensée, et sans doute très peu encore dans la franc-maçonnerie. Quant aux ouvriers, n'oublions pas que certains restent catholiques, convaincus, et votent à droite. Même à Carmaux, il y a des mineurs qui votent à droite. Alors, on peut dire que c'est les subsides du marquis de Solage, tout ce qu'on voudra, les pressions, et c'est vrai. Mais il faut quand même le rappeler. Dans le cas de Mazamet, ces ouvriers catholiques votant à droite sont hyper majoritaires. À Castres, ce type d'ouvrier est moins important qu'à Mazamet, mais il n'est pas rare. Et Jaurès, venu dans sa ville natale en 1904, pour y présider la distribution des prix, non pas du lycée, parce qu'il n'y a pas de lycée à Castres à l'époque, c'est la distribution des prix des écoles primaires. Des écoles primaires. Et là, il évoque les ouvriers castrés, parce qu'il est quand même originaire de Castres, et il dit « Ceux-là sont impis aux droits humains et au progrès humain qui se refusent à l'éducation de la laïcité. Ouvriers de cette cité, vous n'affranchirez votre classe que par l'école de la République et de la raison. » À Groyer, à Carmaux, à Albi, en revanche, la grande majorité des ouvriers votent à gauche et de plus en plus socialistes. Mais ils ne lisent pas la presse socialiste. Vous savez, la diffusion du quotidien L'Humanité dans le Tarn, je crois que c'est 30 exemplaires pour tout le département, 1 à Mazamet, 6 à Castres et tout le reste à Carmaux et Albi. Alors il y a des journaux socialistes tarnais, mais ce sont des hebdomadaires, et seuls les militants les achètent. Ce que lit l'électorat ouvrier du Parti socialiste dans le Tarn à l'époque, c'est la Dépêche de Toulouse. Mais la Dépêche est tout à fait dans le combat laïque. Mais c'est en parallèle avec le vote socialiste. Quant aux paysans, ce sont eux qui posent le plus de problèmes aux partisans de la laïcité. Pas dans le Gaillacois, qui, nous l'avons vu, était peu soumis à l'influence de l'Église, ou dans les environs d'Albi, mais ailleurs, même dans les zones où les paysans votent républicains depuis 1876 ou 1881, selon les cas, ce sont des paysans qui restent liés à l'Église, qui pratiquent, qui vont à la messe, etc. Est-ce qu'ils sont rentrés dans l'idéal laïque? C'est bien difficile à dire, mais on peut en douter. Et en tout cas, en 1906, ils auront voté pour le baron de Belcastel, de la droite catholique la plus traditionnelle. Et d'ailleurs, Jules Ferry, vous savez bien, avait invité les instituteurs à la prudence. Il ne faut pas que les parents d'élèves s'inquiètent trop. Et donc, dans les zones de forte pratique religieuse, les instituts, y compris après 1900, ils mettent la pédale douce, parce qu'il ne faut pas heurter les sensibilités des parents. Les paysans tarnais, d'ailleurs, même en Gaillacois, ils ne font pas leur Pâques, mais on ne peut pas dire qu'ils soient déchristianisés. Par exemple, il n'y a absolument pas d'enterrement civil dans les zones rurales. Il peut y avoir des exceptions à la limite des villes, mais au cœur de régions rurales, non. Alors, je vais vous raconter très brièvement ce qui s'est passé à Cordes dès 1880 et qui prouve comment les choses sont compliquées quand on étudie sur le terrain. Alors, Cordes, donc, c'est très peu pratiquant. Mais les paysans, enfin les ruraux, il y a aussi des petites industries à Cordes, ils sont révulsés en 1880 parce que le curé interdit un pèlerinage. Alors ça c'est drôle, un curé qui interdit un pèlerinage. Alors c'était un pèlerinage populaire qui remontait au XVIIe siècle. En 1604, il y a eu des prières pour que la peste quitte la région de Cordes. Alors ils avaient promis de faire un pèlerinage à une chapelle qui est en bas de Cordes, qui s'appelle le Saint-Crucifix, dans le quartier de la Bouteillerie. Et ils avaient dit qu'ils feraient ce pèlerinage pendant 500 ans, si la peste partait. Je ne sais pas si ce pèlerinage continue aujourd'hui, ni s'il continuera jusqu'en 2200.
Bon. Alors, le curé refuse pourquoi? Parce que le maire de Cordes est devenu un républicain très combatif. On sait par ailleurs qu'il était membre d'une loge maçonnique. Et il dit, ah ben ouais, on va faire le pèlerinage, parce que la population aime bien ça, mais on va le faire le même jour que la fête locale. Alors le curé, qui déjà trouvait que ce pèlerinage était d'une orthodoxie douteuse, c'est une espèce de sortie de foyer rural actuel, si vous voulez. Je m'amuse. Et donc, il interdit, avec l'accord de l'archevêque. Il dit, non, cette année, il n'y aura pas de pèlerinage. Ah bon, il n'y aura pas de pèlerinage? Ils organisent un pèlerinage laïque. Alors, dans la presse tarnaise, le Patriote albigeois, par exemple, je citais au début, on appelle ça les processions laïques de Cordes. Et alors ça se déroule, très sérieux, drapeau tricolore à la place des bannières, mais quand même les jeunes filles, je cite, chantent les cantiques d'usage. Vous voyez, c'est une espèce de synthèse. Alors, ces ruraux, ils sont laïques, oui, puisqu'ils désobéissent au clergé, ils prennent leurs décisions, c'est le peuple souverain. Hein. Mais ils sont pas anti-religieux, puisqu'on chante les psaumes traditionnels, cantiques. Alors, en reprenant ça, j'avais lu ça quand je faisais ma thèse dans les années 70, je me suis dit, au fond, ces villageois, parce que c'est tout le canton de Cordes, hein, c'est pas que la ville de Cordes, ils étaient plutôt du côté des Millecombes que du côté de Jaurès en matière de séparation. Parce qu'ils veulent, au fond, alors ils sont anticléricaux, ils veulent plus que ce soit le clergé qui commande, mais eux, ils veulent commander au clergé. Hein, et de même, quand il y a eu les histoires du début de la législation dans le Tarn, il y a l'affaire du Manuel Compayré, un pédagogue, professeur, qui était député de Lavore, et son manuel d'instruction est condamné par le Vatican. Et alors, il y a des cas où les curés, faisant du zèle, refusent de donner les sacrements aux pères de famille qui continuent à mettre leurs gosses dans une école où on a un manuel insupportable. Pour ça, il y a une protestation unanime. Donc, il y a une espèce de droit au sacrement, si vous voulez. Le peuple catholique a besoin de ça. Donc, il y a cette attitude chez les paysans. Bon, je ne vais pas retrouver d'autres exemples, mais ça me paraît quand même significatif. Alors, les adversaires de la laïcité, ce sont ceux qui confondent laïcité et irréligion, et qui voient en l'école laïque l'école sans Dieu, formule est bien connue, ou dans la montagne castraise où il y a une forte minorité protestante, les parents d'élèves catholiques disent l'école laïque, c'est l'école des protestants. Ça, c'est uniquement dans le sud-est. La politique du bloc des gauches a accru l'hostilité envers la laïcité dans une partie importante de la population. Et alors, qu'est-ce qu'on reproche, en plus des reproches antérieurs, au moment du gouvernement de bloc des gauches? Eh bien, d'abord, le fait que les nominations administratives paraissent de plus en plus orientées politiquement. On accuse les administrateurs, les fonctionnaires de prendre parti de plus en plus dans l'engagement politique. Alors le cas limite, ça a été le préfet du Tarn en 1905, il s'appelait Phelut, P-H-E-L-U-T, et je sais par ailleurs qu'il était à la Libre Pensée, en tout cas il est allé au Congrès international de la Libre Pensée à Rome. Hein, donc c'est pas rien. Alors évidemment, les catholiques qui ne savent pas ça expressément, ils comprennent que ce bonhomme-là, il cherche pas à rassembler les gens. Il est vraiment dans un camp, on dirait un préfet, il est fait pour faire appliquer les lois. Mais on le fait avec plus ou moins de zèle et de doigté. Hein. Et alors, on considère que la nouvelle génération d'instituteurs, au moment du certificat d'études, traite mal les élèves qui viennent du privé. Hein, ça, c'est un thème qui reviendra jusqu'aux années 50. Hein. Mais ce sont surtout les mesures anticongréganistes, puis la loi de séparation,
qui ont déclenché des protestations souvent très véhémentes. Les inventaires d'églises de mars 1906 n'ont pu avoir lieu à la date prévue dans les paroisses du sud-est du département et il faudra envoyer 1500 hommes de troupes pour effectuer les inventaires 6 mois après, mois de novembre. Dans les zones où le conformisme social joue désormais en faveur des anticléricaux, cas de Groyer ou de Carmaux, les fidèles catholiques s'estiment malmenés, voire persécutés. À Groyer, par exemple, on m'a cité qu'en 1914, quand un curé passait dans la rue, il y a des petits malins qui imitaient le croissement du corbeau. Bon, c'était pas qu'un Groyer. Oh, évidemment, c'est pas très agréable à vivre quand on est prêtre. Et les fidèles, les plus dévots, s'inquiètent du sort fait à leur cher curé. Hein. Alors, dans les zones de contrôle clérical comme la montagne Castres, on est mal vu depuis des siècles si on ne va pas à la messe. Ça fonctionne, ce conformisme social, ça commence à fonctionner en sens inverse dans les villes où la majorité est de gauche et anticléricale. Alors, les militants anti-laïcs, si je peux les appeler ainsi, qui sont-ils ? Ce sont d'abord les membres du clergé, tous les membres du clergé, y compris l'archevêque d'Albi, Monseigneur Mignot, qui est présenté par ailleurs, et à juste titre, comme un homme d'ouverture et de progrès. Eh bien, il n'hésite pas, le 25 avril 1906, à la veille des législatives, d'adresser au clergé une lettre pastorale, qui va être lue donc en chaire le dimanche, imposant aux fidèles de voter contre les candidats du bloc des gauches. Et il a cette phrase, c'est l'archevêque, Monseigneur Mignot, un des plus importants archevêques de France à l'époque, « Voter pour eux, ce serait se charger d'un péché grave qui vous suivrait au tribunal de Dieu. » Voilà. Si je vote pour le radical, je vais aller en enfer. Et ça, je dois dire que des curés dans un village perdu du fin fond de la montagne disaient ça. C'était classique à l'époque. Mais même l'archevêque, Monseigneur Mignot. Alors, Monseigneur Mignot, qui avait été partisan au sein de l'épiscopat français d'un essai d'application de la loi. Mais, entre-temps, il s'est passé les inventaires d'église. Il y a eu la condamnation par Bidis, plus les inventaires d'église où une bonne partie de la population catholique du Tarn s'est mobilisée. Donc, il rentre dans le rang, là. Alors, ces incidents lors des inventaires ont mobilisé des dizaines de milliers de fidèles. Monseigneur Mignot n'est pour rien dans cette mobilisation, et même il la regrette. Mais il ne peut pas ne pas en tenir compte. Il ne peut pas non plus se couper des notables catholiques. D'autant plus que, ça c'est un peu médiocre comme remarque, mais les curés désormais ne sont plus payés par l'État. Donc il faut bien que les familles catholiques aisées aident ce qu'on va appeler le denier du culte. Et alors, exemple de collusion entre l'Église catholique et les puissants de ce monde. Le député de Belcastel de Lavore, qui est élu en 1906, il invitait à sa table tous les jours le curé de sa paroisse. Alors qu'il n'était pas obligé d'accepter le curé. Et les curés qui vont finir par refuser ça, en Bretagne par exemple, parce que c'était assez fréquent, et ils vont être les démocrates chrétiens. La démocratie chrétienne, qui donnera ensuite le MRP, etc., ça naît concrètement là, de curés qui en ont marre de servir de supplétifs ou au bureau dans les zones rurales. Lorsque Monseigneur Mignot, en 1914, en juin 1914, vient présider le congrès eucharistique de Castres, il arrive dans une voiture conduite par le baron René Reille, fraîchement élu aux élections législatives. Quel symbole, on est compte. Ouais. Et c'était Mignot. Alors, il y a des cas où une collusion était encore plus forte. On peut mesurer l'importance de la partie du peuple qui est anti-laïque dans les attitudes adoptées face à la politique du bloc des gauches,
En avril 1905, les cléricaux ont fait signer une pétition hostile à au projet de loi de séparation. Et cette pétition a reçu, enfin c'est des chiffres qu'on peut lire dans la presse qui soutiennent la pétition, 46 077 signatures, on fait signer que les hommes, puisqu'ils sont les seuls à voter, et ça fait, à supposer que ces chiffres soient exacts, près de la moitié du nombre total des électeurs, qui était 95 000. Alors la mobilisation contre les inventaires d'églises, ça, c'est quand même très spectaculaire. Le Tarn, ainsi que l'Aveyron, la Lozère, etc., c'est comme dans les régions très catholiques de l'ouest de la France, les zones où il y a eu le plus de mobilisation contre ces inventaires. Cette mobilisation procède essentiellement du peuple lui-même. Certes, les premiers incidents à Paris, Sainte-Clotilde, sont directement suscités par les dirigeants cléricaux. Dans le Tarn, le rôle des notables cléricaux est évident, il est probable, en tout cas, pour expliquer le déclenchement des protestations dans les villes. Par exemple, il y a même eu à Grouillé 400 personnes qui se sont rassemblées devant l'église Saint-François. Et il y a eu aussi des rassemblements devant une des églises du Carmozin, l'église de Saint-Benoît de Carmaux. Alors là, c'est sûrement pas spontané, le rassemblement. Mais il y a aussi près de Grouillé, un rassemblement à Notre-Dame-des-Vignes, campagne près de Grouillé, enfin maintenant je crois que c'est intégré à la ville. Et à cette manifestation participe Alphonse Jaurès, fils de l'amiral Benjamin Jaurès, qui est un exemple typique de ces républicains modérés et qui ont pris leur distance avec la laïcité militante et qui sont contre la loi de séparation. Ces manifestations ont pris un tour menaçant, voire violent, dans la quasi-totalité du sud-est du Tarn, où l'inventaire n'a pu avoir lieu. Et là, on ne peut pas expliquer la mobilisation par le seul rôle des cadres cléricaux. C'est du cœur même du peuple catholique que surgit la révolte contre ce qui est perçu comme intrusion d'une force extérieure à la communauté villageoise, qui se sent menacée dans ce qu'elle a de plus sacré, l'église, avec le cimetière qui l'entoure. Cette population, depuis des années, était ulcérée par la politique de Combes, notamment à cause du départ des congrégations. Les souvenirs de la lutte anticatholique de la Révolution française sont réactivés. On n'est qu'un peu plus d'un siècle après la Révolution. L'inventaire n'est que le déclencheur d'un feu qui couvait depuis longtemps. Les dirigeants de gauche n'ont pas vu venir le problème, Jaurès y compris. Mais il va s'en rendre compte lui-même dans sa propre circonscription lors de la campagne électorale qui a lieu au lendemain des inventaires. Venu en avril dans le petit village de Sérénac, dans le canton de Val-d'Hériès, qui est le canton le plus à droite de la circonscription, il y est accueilli par des jeunes gens portant au bout d'une perche la serrure et un morceau de la porte de l'église cambriolé le jour de l'inventaire, parce que les catholiques perçoivent l'inventaire comme spoliation, vol, alors qu'il ne s'agissait que de compter les chandeliers, comme dira plus tard Clémenceau. Alors, Jaurès, donc mal accueilli, il se rendit précipitamment chez Massier, où il resta une grosse heure avec l'espoir de lasser la patience de la foule irritée. Il n'en fut rien. Il sortit enfin pour aller chez Bardou, autre limonadier. Là, les femmes dispersèrent des brassées de paille devant la porte et y mirent le feu. C'était, on le comprend, pour faire sortir le renard de la tanière. Et Jaurès, d'ailleurs, a été mis en minorité en 1906 dans tous les cantons ruraux. Il n'a été réélu de justesse que grâce au vote du canton de Carmaux. Alors, que faire de ces paysans rebelles à la laïcité? Comment arriver à les rallier? Allait-on suivre l'analyse de ce sous-préfet de Castres qui écrivait en 1906 à propos des habitants de Labrespy, Roquerlan et les Lombards dans la montagne proche de Mazamet, particulièrement violents lors des inventaires? Alors je cite le sous-préfet. Ces 3 villages sont connus pour leur tradition de sauvagerie. Ils sont absolument rebelles
au mouvement moderne et ne parlent même pas français. Bref, je dirais que pour ce sous-préfet, les sauvages ne se trouvent pas qu'aux colonies. Alors cette tentation pour les républicains de considérer certains paysans comme les abrutis ou les arriérés, elle est fréquente à la fin du Second Empire ou au début de la Troisième République. Elle se trouve ponctuellement réactivée avec cette affaire des inventaires au début du XXe siècle. Mais j'ai relevé que même le leader de la libre pensée de Cordes, en 1892, il avait écrit dans son journal, qui était La Voix des travailleurs à l'époque, l'ancêtre du CRI, et il avait été mécontent du fait que les habitants de Loubers, c'était un des villages qui avait joué un rôle dans les processions laïques de 1880. Alors, il se trouve qu'en 1892, ils se sont mis à voter à droite. Et alors, le cafetier des Cabanes, Rémi Cabarès, donc, leader local du socialisme libre-français, il écrit que cette population de Loubers est en majeure partie aussi sauvage qu'abruti. On écrit ça dans la presse. Hein, c'est assez étonnant. Alors, il est évident que c'est pas avec des discours comme ça qu'on va faire changer l'attitude des paysans en matière de laïcité. Alors, je voudrais terminer avec un secteur quand même considérable de l'opinion. C'est même la moitié de l'opinion, même si elle n'a pas le droit de vote. Donc, je vais parler des Tarnaises. Comment peut-on dire quelques mots sur la façon dont les Tarnaises ont ou auraient, je suis très prudent, accueilli la laïcité. Alors, les femmes constituent, avec les paysans, une préoccupation majeure pour ceux qui veulent diffuser l'idéal laïque. La pratique religieuse des femmes, c'est une banalité de le constater, est beaucoup plus élevée que celle des hommes. Dans le Tarn, c'est à peu près le double. Puisque avec mon enquête de 1901, je peux vous donner des statistiques sur le nombre de femmes qui vont à la messe, qui communient. Bon. La différence est surtout forte là où la pratique masculine est faible. Par exemple, à Groyer, la principale paroisse, tout près d'ici, s'appelle Notre-Dame de Val-d'Amour. Eh bien, en 1901, 6% des hommes font leur Pâques. C'est nul. Hein. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être 2%, mais enfin, j'en sais rien. Mais ça n'a pas énormément baissé depuis. 6%. Bon. Eh bien, les femmes groyettoises, elles, sont 31%. Ce qui est faible, hein, par rapport au niveau national. Enfin, ça fait quand même 5 fois plus que les hommes. 6%. Alors, dans l'autre paroisse, Saint-François, 18% des hommes communient à Pâques et 71% des femmes. En revanche, dans les zones de catholicisme vigoureux, alors là, j'ai pris l'exemple de Sérénac, donc où Jaurès a eu du mal, où on le considérait comme un renard, comme un fumé. Eh bien, à Sérénac, en 1901, il y a 66% des hommes qui communient à Pâques et 80% des femmes. C'est assez typique des pays de forte imprégnation catholique. Dès les années 80, les républicains s'inquiètent de l'influence néfaste que les femmes dévotes peuvent avoir sur leur mari en matière électorale. Il peut y avoir des pressions, elles reçoivent des ordres confessionnels ou ailleurs. Et c'est rigolo, mais c'est très sérieux. En fait. C'est vraiment une préoccupation. Dans le fief électoral des Reilles, vers Mazamet ou Saint-Amand-Soult, la propagande cléricale insiste sans arrêt sur le rôle positif que doivent jouer les femmes. Et c'était un thème en particulier développé par la baronne Reille, qui était une femme très active, très politisée. Et d'ailleurs, elle a dirigé avec talent une section tarnaise de la Ligue patriotique des femmes françaises, un organisme clérical et patriotique, et il y avait des centaines d'adhérentes, surtout sur Mazamet. Plus généralement, beaucoup de maris anticléricaux voient dans le prêtre un rival. À tous les sens du terme.
Voici ce qu'écrit en 1883, j'ai pas trouvé mieux, mais vous allez voir, c'est pas mal. L'Union républicaine du Tarn, qui était gambétiste, hein, l'Union républicaine, c'est le nom du groupe politique gambétiste. Alors l'Union républicaine du Tarn, qui était à l'époque proche de la loge maçonnique, après que c'était le patriarcat religieux, ensuite c'était devenu l'Union républicaine. Tandis que, tranquilles et contents, nous vaquons à nos affaires, nos femmes, fascinées par ces hommes de mensonges, vont s'abattre dans les confessionnaux. Et, à notre insu, trahissent tous les secrets de notre vie. C'est un peu, il y a parfois des prêtres qui posent des questions précises. Le contrôle des naissances était interdit. À l'époque, c'était assez artisanal, mais il y avait quand même des procédés. Alors que nous croyons avoir mis les nôtres dans la voie de la vérité, nous sommes indignement trompés, car notre œuvre est détruite en quelques minutes par ces hommes sinistres. Ils volent la conscience de nos femmes. C'est un texte extraordinaire. Bon. Donc, vous voyez, c'est compliqué de rallier les paysans à la laïcité, mais alors les femmes, ça va être au moins aussi difficile. Alors, à moyen terme, mais ces espoirs dans l'école, bien sûr, l'école laïque, mais on constate dans les zones rurales, notamment, où il y a un certain nombre d'écoles congréganistes de filles. Il y en a partout, les écoles congréganistes de filles, alors que les écoles congréganistes de garçons, il y en avait dans les villes. Ils n'ont pas assez de personnel, si vous voulez, pour être présents dans l'ensemble des villages. Donc c'était l'instituteur public qui faisait le catéchisme, c'était pas des congréganistes. Alors, on constate, dans la montagne, du côté de la Cône ou Galban, que même là où il n'y a pas d'école congréganiste, donc une seule école, c'est l'école publique laïque désormais, eh bien la pratique religieuse des filles est la même que dans les communes où il y a une école congréganiste, les sœurs de Massac, des filles de la Croix, etc. Bon, donc le rôle de l'école n'est pas ce que les dirigeants politiques croient encore, je ne sais pas. Et il faut voir aussi que la laïcisation des institutrices ne s'est achevée qu'en 1900. Donc, il n'y a pas de rôle immédiat, en tout cas, de l'école laïque dans l'évolution du comportement religieux des filles. Alors, autant dire que si on peut parler de prudence chez les instituteurs laïcs, il en faut encore plus de la prudence aux institutrices laïques d'avant 1914, surtout lorsqu'elles sont protestantes et que les habitants de la commune sont catholiques et savent « Ah, il y a une protestante qui arrive ». J'avais interviewé, j'avais commencé mes travaux au début des années 1970, donc j'ai interviewé une institutrice qui était protestante et qui avait débuté à la veille de 1914 dans le village le plus reculé du Tarn, où il n'y a plus d'école maintenant depuis longtemps, ça s'appelait La Landette, dans le canton de Murat. On ne pouvait y aller que par un sentier, il n'y avait pas de chemin carrossable. Eh bien, c'était un village catholique, mais les paysans savaient, pareil que la nouvelle institutrice, elle est protestante. Et elle me racontait, en 1972, elle avait 19 ans, quelque chose comme ça, en 1914, que quand il l'avait vue, il lui avait dit « Ah, mais vous avez deux yeux !» Parce qu'il croyait que les protestants n'avaient qu'un œil, je vous assure. 1914. Bon. Et donc, il fallait y aller prudemment. Une population comme ça, arriérée, je viens de dire. Alors, c'est aussi dans le cadre de la famille que le mari et père laïque convaincu cherche à agir. Fréquemment,
l'épouse continue à pratiquer alors que l'époux a rompu avec la pratique catholique. Cela n'empêche pas l'épouse, bien entendu, de défendre la conception laïque de la société. On peut être croyant, pratiquant et laïque. Dieu merci, serais-je tenté de dire. Et donc, ces femmes qui ont un mari laïque convaincu, elles se démarquent en général de la majorité des femmes catholiques qui restent marquées par les idées cléricales, les comportements cléricaux. C'est le cas dans pas mal de couples d'instituteurs. L'institutrice va à la messe. D'ailleurs, ça contribue à rassurer les parents d'élèves. Il y a au moins l'institutrice qui est correcte. Et c'est aussi le cas bien connu du couple Jean et Louise Jaurès. Dans les familles où l'homme propagandiste la laïcité se montre maladroit et a une attitude générale autoritaire, son discours en ces matières peut avoir des effets contre-productifs. L'épouse peut alors chercher des consolations dans une dévotion accrue. Il y a même des cas de filles qui, contre l'attitude du père laïque, décident d'entrer en religion au risque de rompre définitivement avec lui. Alors là, je vais me permettre de citer un exemple que j'ai reçu par mémoire orale dans ma famille. J'avais un arrière-grand-père, un casse, qui était très républicain. Et sa fille, un jour, lui dit qu'elle va rentrer au couvent. Et elle y est effectivement rentrée. Et elle, je l'ai connue, elle est morte dans les années 50. Et son père n'avait jamais voulu la revoir. Ouais, c'est quand même des choses... C'est le vécu, ça. Donc il faut bien voir... Hein, c'est pas que des questions théoriques, le clivage de l'opinion en deux. Hein, c'est vraiment parfois très grave. Un ancien curé de Groyer, d'avant 1914, il était né en 1887... Et je l'ai interviewé en 1972. Il était dans une maison de retraite ici à Groyer. Et il m'avait déclaré qu'à l'époque, il lui était arrivé à plusieurs reprises de baptiser des enfants que leur mère lui amenait en catimini. C'est l'expression qu'il avait employée. Alors je dirais que ces femmes-là, dans un contexte comme ça, ne vivaient pas à l'évidence une laïcité apaisée. Cela dit, si de nombreuses femmes restent sous l'emprise du cléricalisme, comme celles qui manifestent lors des inventaires, à l'instar de celle de Sérénac, il y a aussi des femmes dont l'attitude publique montre qu'elles s'inscrivent dans une vision laïque. À Carmaux, à Albi, à Castres, on signale la présence de femmes dans les meetings socialistes. Ici, à Groyer, on ne manquera pas de citer ces femmes grévistes de 1910, si bien évoquées par Monique Fauré dans son beau livre « Le journal de Jeanne », et dont le prêtre que je viens de citer conservait 60 ans après un souvenir effrayé. Il m'a parlé de ces femmes rouges enragées qui se mettaient devant les chevaux des dragons. On ne rencontre pas de Tarnaise dans les organisations les plus en pointe du combat laïque. En tout cas, je n'en connais pas d'exemple avant 1900, mais j'ai moins bien étudié la période ultérieure. Pas de femmes dans les loges maçonniques, ça c'est une banalité que de le constater, même s'il y a une loge féminine qui est apparue, mais qui au plan national, mais qui n'a pas d'antenne dans le Tarn. Pas de femmes dans le Parti radical, ni dans les groupes socialistes, ni dans la libre pensée. Dans le cas de Groyer, cette absence des femmes a été attestée par un ancien adjoint au maire de Groyer, que j'avais interviewé, je crois, en 1977, et qui avait été membre de la libre pensée depuis les années 30. Il m'a dit non, je n'ai jamais entendu parler, dans la période antérieure, de la présence de femmes. En revanche, il y a de nombreux exemples de femmes qui ont souhaité avoir des obsèques civiles. Une militante nationale de la libre pensée, Marie-Louise Paturel, est venue en 1906 à Mazamet. Elle a fait une conférence devant 700 personnes. Je suis même à peu près sûr que c'était des protestantes. Et elle dit, la loi de séparation ne suffit pas. Il faut aussi effectuer la séparation, je cite, des familles et de l'Église, sans quoi l'autre n'est rien. Donc, elle pousse à l'évolution des attitudes religieuses à l'intérieur des familles. Et
Donc on peut voir là un certain féminisme. Mais au total, il faut bien voir qu'avant 1914, le combat pour la laïcité ne se confond pas avec un combat pour un rôle différent de la femme. Ça peut être le cas dans certains groupes socialistes. Je crois que ce n'est pas vraiment le cas dans ceux du Tarn. Et en réalité, sur les principes d'organisation de la famille, sur les rapports hommes-femmes, la différence entre les laïcs et les cléricaux n'est pas énorme. Alors, pour me faire rigoler, je vais aussi citer dans les statuts du patronage laïque d'Albi fondé en 1907, il y a des activités spécifiques prévues pour les filles. Cours de couture, repassage et enseignement de l'hygiène. Alors ça, l'hygiène, c'est peut-être pas ce qu'on ferait dans les patronages cléricaux. Hein. Vous savez qu'un des thèmes anticléricaux de l'époque, c'est de dire que dans l'Église, justement, on n'enseigne pas les principes d'hygiène et il y a le culte de Benoît Labre. Joseph Benoît Labre, un saint pouilleux qui voilà, dégueulasse. Et donc, ça, c'est un thème qui est employé. Donc ça, l'hygiène, c'est peut-être un peu spécifique. Mais la couture, évidemment, le repassage. Je conclus. En 1914, la question de la laïcité reste un élément de division majeur entre les habitants du Tarn, plus que la lutte des classes. Au premier tour des législatives de 1910, lorsque le marquis de Solage pousse les catholiques à voter pour le radical Rigaud afin de battre Jaurès, les catholiques refusent. Nous préférerions voter pour le diable, déclare l'un d'eux, car il se rappelle que Rigaud, avoué, avait été le liquidateur de plusieurs congrégations. Donc Rigaud, on n'en veut pas. Et on ne comprend pas que le marquis, par calcul politique, demande de voter radical. D'ailleurs, je crois pouvoir dire que dans les milieux catholiques, à la limite, on préfère les socialistes que les radicaux. Vous avez le cas du canton de Gaillac, où il y a un député socialiste en 1910-1914. Chaque fois, il passe avec les voix de droite au deuxième tour contre le radical, qui était sûr de passer. Hein, et puis finalement, les catholiques pratiquent la politique du pire, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, ils ne considéraient pas que les socialistes étaient pires en matière de religion, d'anticléricalisme, que les radicaux. Donc c'est les radicaux qui sont les ennemis, le père Combe, on le hait beaucoup plus que Jaurès. Quand on est un catholique conservateur, Jaurès, bon, il est sur place, on le connaît, Combe, il est parti en Charente, mais ça, c'est l'hostilité aux radicaux est tout à fait centrale. Aux yeux des Tarnais, les mots laïque et anticlérical sont quasiment synonymes. Laïque est même assez souvent confondu avec antireligieux, c'est-à-dire essentiellement anticatholique, parfois même antichrétien. Il y a d'ailleurs des protestants qui regrettent l'époque d'avant Jules Ferry, où existaient des écoles publiques protestantes. La laïcité, en général, est acceptée et souvent défendue par les protestants, mais pas toujours. Pareil pour la loi de 1905. En plus, pour les protestants, ils voyaient très bien qu'il faudrait payer pour les pasteurs. Ça serait plus vite. C'est un pasteur de Mazamet qui m'avait dit ça dans les années 70, que c'était une des raisons de l'hostilité à la loi de séparation. Cependant, peu à peu, les catholiques constatent que les instituteurs ne tiennent pas en classe de propos antireligieux. Donc, chemine lentement l'idée d'une laïcité qui soit une mise à distance du religieux et non un rejet du religieux. Chez certains militants de la laïcité, on commence à comprendre qu'il ne faut pas, pour rallier la partie de la population qui ne l'est pas encore, user de mesures de contrainte qui peuvent être jugées vexatoires. En juillet 1914, l'Action tarnaise, qui est l'hebdomadaire des socialistes d'Albi, critique, dans un article qui m'a assez réjoui, ça je l'ai lu récemment, il critique les socialistes de Castres. Pourquoi ? C'est que les socialistes de Castres ont approuvé l'interdiction d'une grande procession catholique qui avait été prise à la demande du sous-préfet de Castres, qui était connu comme très lié aux radicaux. Et alors, le journal socialiste d'Albi écrit ceci : « Vive la liberté de la rue !»
aussi bien pour les bannières catholiques que pour les drapeaux rouges. Et pas seulement pour les drapeaux tricolores. Alors, je conclurai là-dessus pour dire que les socialistes abigeois me paraissent mieux représenter l'avenir de la laïcité à l'époque que les socialistes de Castres. Merci. Merci beaucoup. Il faut dire qu'à Castres, à l'époque, le maire était de droite, tandis qu'Albi, c'était un radical, donc le contexte était différent.